bienvenue dans la série Les experts hyper. Aujourd'hui, je reçois Sandy Boulanger, qu'on dit aussi Jiminy Cricket de vos difficultés. Elle est relaxologue, somatothérapeute, sexothérapeute, mais aussi superviseur pour coach et psychothérapeute. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bonjour Sandy Boulanger, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle interview de la série Les experts hyper sur la chaîne YouTube que j'ai créée il y a pratiquement un mois maintenant. L'idée, c'est vraiment de parler de toutes les dimensions liées au potentiel, la multipotentialité, l'hypersensibilité. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis hypnocoach et je suis spécialisée justement dans ces profils atypiques. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de tout sans tabou et notamment d'un sujet qui passionne aussi les HP, c'est-à-dire l'amour, le couple et aussi la sexualité. Alors, il paraît que tu es la meilleure personne pour parler des choses les plus légères avec sérieux et de parler avec le plus grand sérieux des choses les plus légères. Et tu vas nous dire pourquoi et nous expliquer ton métier, aussi ton parcours et pourquoi on te surnomme la Jiminy Cricket de vos difficultés. Merci de me recevoir, Sandrine. Je suis ravie de partager ce moment avec toi et puis avec tes internautes. J'apprécie la qualité de ton travail, la précision, ça c'est quelque chose d'important pour moi, et surtout le souci du détail. Parler de choses sérieuses avec légèreté, je trouve que c'est de bon ton en ce moment. Il y a des choses difficiles qui se passent. Garder de la légèreté, ça permet, je trouve, d'affronter de façon plus confiante ce qu'on est en train de vivre à l'extérieur. Et on peut mesurer à quel point le contexte est en train de nous chambouler aussi à l'intérieur. Donc, quand tout est plus ou moins clair et tranquille autour, on a un peu du mal à se dire que soi-même, on ne soit pas bien. Mais c'est ce chemin de connaissance de soi qui va vraiment aussi nous permettre de pouvoir faire face à tout ce que la vie nous sert sans qu'on l'ait choisi. Moi, j'aime bien me dire que la vie, c'est pas du couscous. On ne choisit pas les morceaux qu'on met dedans, on n'est pas au restaurant. Mais par contre, on a la capacité vraiment de prendre plaisir à la déguster, cette vie, ce plat de couscous. Donc, on est là pour ça aujourd'hui. Je suis Jiminy Cricket des difficultés parce qu'en fait, j'ai pas mal de casquettes. Je suis relaxologue, somatothérapeute, c'est-à-dire que je fais de la psychothérapie à l'aide du corps avec des exercices qui viennent sensibiliser en fait l'intégration de tout ce que notre cerveau peut comprendre et parfois même ne pas comprendre. Et je suis du coup sexothérapeute, c'est-à-dire que je travaille énormément sur les ressentis et ce monde érotique qui va constituer notre sexualité. Et puis, depuis pas très longtemps maintenant, je suis aussi superviseur de coach et de psychothérapeute. Et j'avoue que d'avoir une dimension un peu plus ouverte avec des échanges entre pairs, ça me permet aussi de prendre encore plus de plaisir et d'intérêt sur comment est-ce qu'on se partage des vidéos, des interviews qui sont efficaces, parce qu'on a tous des vies qui sont très remplies, on a tous énormément de questions. Quand on a un problème, on a envie d'aller trouver des réponses. Mais on sait que souvent, les réponses à nos questions ne sont pas des réponses. Ce sont des questions pertinentes qui viennent toucher nos questions. Donc, j'espère que c'est ce qu'on va pouvoir permettre aujourd'hui. Super, merci pour ta présentation. Moi, j'avais une question aussi, peut-être pour ouvrir des vocations chez certains. En fait, on entend parler de sexothérapeute et sexologue. C'est quoi la différence entre les deux? Alors en fait, un sexologue est une personne qui va passer par un diplôme universitaire en santé sexuelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de psychopathologie clinique. Il va aussi y avoir une partie physiologique. Aujourd'hui, les sexologues ne sont plus forcément des médecins, ce qui était le cas quand même il y a un peu plus de 10 ans. Un sexologue était forcément un médecin. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas et j'avoue que c'est parfois un peu flou dans la frontière. Ce que j'aime dans la terminologie de sexothérapeute, c'est que c'est avant tout une découverte de son monde érotique, de sa sexualité, mais bien plus vaste que seulement le corps et son mécanisme. C'est relié en fait aussi avec sa psyché, sa sexualité. Donc moi, en tant que sexothérapeute, je trouve que c'est intéressant de venir aussi travailler tout ce monde érotique
et cette fantasmagorie que l'on peut avoir pour pouvoir l'intégrer dans son corps. Du coup, je pars du postulat que nous n'avons pas de troubles sexuels, nous n'avons qu'une méconnaissance ou un mauvais partage. Ok, ben c'est super intéressant cette différence entre sexualité, et toi, j'ai vu dans certaines interviews, tu l'as fait beaucoup, et érotisme. Est-ce que tu peux nous redire, pour bien comprendre, comment tu vois cette différence? Je dirais qu'en fait, on peut parler de sexualité quand on est à l'école maternelle. Une fois qu'on grandit, et encore plus qu'on passe toutes ces années diplômantes, je crois que c'est bien maintenant de s'ouvrir à l'érotisme. La Mhm. sexualité, déjà au niveau sémantique, ça ne tourne qu'autour du sexe. Et je crois que quand on grandit, pour ne pas limiter ses horizons, il est intéressant d'ouvrir ce partage intime, extraordinaire de son corps avec un autre, à quelque chose de beaucoup plus vaste. L'érotisme n'a pas de limite. La sexualité, elle en a, de ce que notre corps peut faire, euh, veut bien faire. Et puis l'érotisme, du coup, c'est tout ce qui va venir autour. C'est comme créer un décor, en fait. Mhm. Et ben, plutôt que de se mettre dans un cagibi pour faire l'amour, je trouve quand même que si on se met tout un décor paradisiaque, ne serait-ce que dans sa tête, bah, c'est déjà extraordinaire. Ouais, non, c'est très très beau, d'autant plus que bah, voilà, on est tous amenés à vieillir à un moment donné et à avoir certaines difficultés qui peuvent apparaître tout au long de la vie. Du coup, c'est génial de se dire qu'il y a aussi des alternatives et du jeu et qu'on peut aussi ensemble travailler tout ça. Donc ça, je trouve que c'est hyper porteur comme message. Aujourd'hui, on va parler aussi plus spécifiquement bah, d'une partie de ta clientèle. Hein. Je pense que tu en as vu quand même beaucoup de ce qu'on appelle les hauts potentiels ou zèbres, ou de toute façon, les terminologies sont nombreuses sur le sujet. Et ce qui est important, évidemment, pour ces zèbres à un moment donné, ce n'est pas le cas toute leur vie, c'est quand même de mettre des mots sur un fonctionnement particulier et de savoir comment ça peut impacter aussi la vie au quotidien. Et là, aujourd'hui, notamment, on va voir comment ça peut impacter l'amour, le couple et la sexualité. Et j'aimerais bien qu'on commence par, en général, le couple et l'amour pour les hauts potentiels. Déjà, la base d'un couple, pour toi, tu dirais, c'est quoi pour que ça se passe bien? C'est la sécurité, la confiance et l'admiration. Pour moi, ce sont trois ingrédients, surtout chez les hauts potentiels, qui est une base assez solide pour pouvoir après développer un terrain de jeu assez satisfaisant. C'est Oui, vraiment des on choses sait que importantes à aller cibler. ouais, on sait que enfin, pour en parler avec pas mal de personnes, c'est vrai qu'on aime admirer. Enfin, pas mal de mes clientes aiment, à un moment donné, ont des grands idéaux. Et du coup, c'est important d'admirer l'autre. Alors, de pas forcément toujours le mettre sur un piédestal. C'est vrai que c'est un petit peu la tendance de certaines femmes aussi que je vois, qui, comme elles pensent qu'elles ne sont pas forcément si intelligentes qu'on le dit, bah, ont tendance à penser que les autres le sont. Mais du coup, ouais, j'aime bien cette idée d'admiration. Beaucoup de questions que les femmes se posent, et moi je me suis posé aussi beaucoup cette question, c'est est-ce qu'une HP doit forcément se mettre avec un autre HP? Moi, je sais que depuis pas longtemps, finalement, c'est le type de personne qui me convient. J'ai erré beaucoup en amour pendant des années, et là, j'ai enfin trouvé finalement quelqu'un bah, qui correspond à mes fonctionnements, dont l'intellect me plaît. On parlera plus tard de sa biosexualité, mais c'est hyper important pour moi. Et du coup, bah, jusqu'ici, j'avais l'impression d'avoir pas trouvé forcément cette âme sœur. Et d'un autre côté, je vois très bien qu'en étant HP aussi, j'ai parfois des comportements extrêmes ou une certaine intensité. Et j'ai vu aussi que, bah, avant, dans ma vie personnelle, c'était intéressant d'avoir quelqu'un aussi qui compense ou qui bah, voilà, va un petit peu réguler cette intensité. Et toi, je voulais savoir ce que tu en pensais. Est-ce que tu penses qu'un HP doit forcément être avec un HP? Je crois que l'histoire du couple est de toute façon toujours très complexe. Je ne dirais pas que c'est plus simple de HP en couple que seulement l'un des deux. Le couple est de toute façon très complexe, qu'il soit normopensant ou neurodivers. Euh, Maintenant, on se met en couple pour certaines choses. Euh, Si on n'arrive pas à avoir les mêmes formes d'intelligence, c'est-à-dire ces mêmes centres d'intérêt, cette même façon de s'exprimer,
il est intéressant aussi d'aller chercher à l'extérieur comment est-ce qu'on peut aller se nourrir. Le propre du haut potentiel, c'est une nourriture qui Ouais. est intense et qui est archi fréquente. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'observer. Est-ce que je peux passer un jour, 2 jours, 3 jours ou plus sans avoir une nourriture intellectuelle et ou affective qui soit à mon degré d'intensité nécessaire pour m'apaiser? Parce que finalement, c'est toujours une histoire d'angoisse. Quand on a justement ces vagues d'inquiétude, de stress, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui n'est pas suffisant. Ça, c'est quand même ce degré d'exigence chez le haut potentiel est quand même assez élevé. C'est pour ça aussi qu'on parle de cette intensité. Mais derrière, je crois qu'il y a aussi cette douleur insupportable de vivre toujours au frein à main. Mm. Quels que soient les espaces où on va pouvoir se présenter, souvent, on ne peut pas complètement aller jusqu'au bout de ce que l'on a envie de dire ou d'être. Parce qu'il y a une norme, voilà, il y a quand même plus de 80% de normopensants. Et j'aime bien imaginer qu'un normopensant, et c'est pas sale, hein, c'est pas un gros mot, va avoir un puzzle de vie de 500 pièces. Mm. Un neurodiver va avoir un puzzle de vie de 1500 pièces et plus encore d'année en année. Certains normaux-pensants n'auront même pas envie d'assembler leurs 500 pièces. Les neurodivers, non seulement vont l'assembler rapidement, mais vont vite aller chercher d'autres pièces à l'extérieur. Et c'est pour ça que les rencontres sont essentielles, parce que ça permet très rapidement d'ajouter d'autres sphères à son monde. Alors dans le couple, ça peut être une priorité d'avoir cette personne qui stimule nos centres d'intérêt, mais finalement, est-ce que c'est ça qui nous rassure? C'est ça la différence en fait entre des amis et le couple, c'est cette sécurité. Et dans la sécurité, il va falloir trouver cet équilibre entre l'affectif, l'intellectuel, le corporel, la sexualité, parce qu'il peut y avoir de nombreux hauts potentiels qui sont dits logico-mathématiques, qui ont très peu d'intelligence affective. Non pas qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'il n'y a pas de représentation sur comment est-ce que je ressens. Et ce n'est absolument pas masculin hein, comme particularité. Donc l'idée, c'est effectivement d'être avec quelqu'un sur la sécurité de base, va venir vraiment appuyer là-dessus. Peut-être ça va être effectivement de partager des discussions extraordinaires. Mais la clé est toujours de se dire, avec cette personne, est-ce qu'il y a au moins un espace de moi où je peux vivre sans frein à main? Mm. C'est ça la base. Donc ça peut être avec un normopensant, c'est vrai, parce que peut-être dans l'affectivité, il va y avoir une sécurité extraordinaire, vraiment une intelligence interrelationnelle fantastique et du coup la partie intellectuelle, naturaliste, kinesthésiste va peut-être devoir, s'alimenter à l'extérieur. Mais le point, d'attention est vraiment sur à quel espace est-ce que je peux vivre sans filtre avec l'autre, je Oui, crois. l'idée, en fait, c'est de voir le couple plus, voilà, tout ce qu'il y a autour de manière très holistique, en se disant aussi, moi, c'est ce qui va aussi beaucoup mieux pour moi, c'est de me dire, mon partenaire ne peut pas tout m'apporter. On a aussi nos intensités propres qu'on Mmh. doit aller nourrir chacun de notre côté. Et ce que j'ai appris, c'est vraiment, voilà, encore récemment, c'est préserver les espaces de l'un et de l'autre et finalement essayer de vivre cette, voilà, cette notion qui me paraissait au début très difficile pour moi parce que j'étais toujours en fusion d'interdépendance, des moments des fois d'intensité et d'intimité très 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 fortes et tout de suite après aussi des moments où on a besoin de se retirer de solitude et je pense que ça s'apprend. Moi en tout cas je l'ai appris au fur et à mesure de ma vie sentimentale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord avec toi. Non seulement ça s'apprend, mais en plus, il y a un apprentissage du respect de cela. Parce que qui dit intensité dit impermanence et non prévisible. Alors déjà, soi-même, quand c'est compliqué d'avoir à gérer ces escalades-là, ça l'est encore plus de l'associer avec quelqu'un d'autre qui lui aussi est dans ses montagnes russes. Et en plus, qui s'exprime de façon radicalement différente quand même, parce que Oui. sinon, c'est pas un couple. En fait, ce qui est génial, c'est encore pas plus tard que cette semaine, avec mon compagnon, on rigole parce qu'on a une vision très précise de la sémantique et chaque petit texto, même gentil, d'amour, etc., envoyé, est toujours lieu à un rebondissement où l'un interprétait des fois les choses différentes de l'autre et on est toujours, toujours obligé de repréciser
Et c'est hyper rigolo, la sémantique. Mais on s'habitue et si on le sait, bah, ça se passe plutôt bien. Tu vois, ça, c'est la base du couple. Je Mm. crois que le couple, c'est comme un tandem. On apprend à pédaler ensemble. Parfois, dans les épreuves de vie, il y en a un qui va tenir le guidon, qui va pédaler un peu plus pendant que l'autre en aura moins les capacités. Et puis, parfois, ça va s'inverser. On ne peut pas être au taquet sur tous les sujets, dans tous les espaces de notre vie. Ça, c'est un apprentissage difficile pour les hauts potentiels, de ne pas être au taquet partout. Euh, mais tu vois, c'est l'apprentissage en fait d'être un optimaliste et non pas un perfectionniste. C'est ce que partage très bien Tal Ben Sahar Mm. dans son livre sur l'imperfection, l'apprentissage de l'imperfection. Vraiment, je vous le recommande parce qu'il n'y a plus de culpabilité à vouloir vivre grand. Mhm. Il était écrit dans la Bible que vivre petit ne sert pas le monde. Nelson Mandela l'avait réadapté aussi au discours de sa libération, mais c'est ça, vivre petit ne sert pas le monde. Pourquoi est-ce qu'on devrait réduire nos idéaux? Et ce qui est génial dans le couple avec un ou deux HP, c'est que ces idéaux vont vraiment pouvoir prendre forme et on va pouvoir donner naissance à ça. On ne met pas qu'au monde des enfants, hein. On met au monde aussi des projets, des ambitions, des idéaux. Et souvent, le propre du haut potentiel, c'est qu'il est très humaniste. Mhm. Absolument. Tu vois, je ne sais pas si tu es d'accord aussi dans tes expériences, mais ça n'a pas de sens que de faire des petites choses dans son coin pour soi. Il faut que ça ait des répercussions mondiales. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Et tant mieux. Donc, je pense vraiment qu'être au potentiel, c'est ni une gloire ni un fléau. C'est un état d'être avec une carte du monde qui ne cesse de s'enrichir, s'adapter, de s'affiner et de s'agrandir. Et du coup, c'est un peu comme accepter que ben voilà, on a des choses à faire, on a des choses à être, on a des choses à partager. Et puis, on n'a surtout pas envie de perdre de temps. Non, mais c'est magnifique ce que tu dis et je crois vraiment que voilà, les hauts potentiels de manière générale ont vraiment quelque chose à faire pour l'humanité. Ça, c'est mon côté aussi, je vois grand. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'aider mes clientes à être heureuses et aller bien. Une petite question aussi qui revient souvent, c'est ce côté, tu sais, équilibre masculin-féminin. Un exemple encore, j'aime bien donner un exemple aussi qui me concerne. Moi, j'ai un côté masculin assez fort que j'ai mis longtemps aussi à assumer. Et j'ai trouvé que justement, dans la personne HP en face, il y a aussi ce côté féminin très assumé, cette hypersensibilité ultra assumée qui me permet aussi, moi, d'exprimer la mienne. Il m'arrive souvent de pleurer et même de pleurer de joie et même dans des moments d'intimité. Et qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir se sentir non jugé par rapport à ça. Et je trouve que voilà, ce côté, on appelle homme yin, femme yang, c'est super intéressant. Je ne sais pas si toi aussi, c'est le genre de questions qu'on peut te poser dans ton cabinet. Oui, alors moi j'ai eu la chance d'être formée par Elisabeth Leblanc, qui est un thérapeute, psychothérapeute, euh, qui est fan de Jung. Et j'ai été formée à la pratique du mandala sur l'identité sexuelle. Et Mhm. c'est fantastique parce que ça vient faire travailler avec un dessin articulé donc, dans un mandala, c'est-à-dire un point et qui va s'ouvrir dans un centre, dans un cercle dont on peut déborder, mais on vient questionner toutes ces sous-parties, tout ce qui a créé notre identité sexuelle. Et en fait, effectivement, nous sommes un mélange d'énergie féminine et d'énergie masculine. Et en fonction des périodes, cet équilibre instable, forcément, va bouger. Mais c'est pareil chez l'autre, en fait, homme comme femme. Et il y a des moments où effectivement, on a besoin d'être dans une énergie plutôt masculine. Qu'est-ce que c'est brièvement? C'est un passage à l'action, c'est la justice, la droiture, la défense. Donc, on a besoin aussi de cette énergie. Et parfois, beaucoup plus quand on crée, par exemple, sa boîte, il n'est quand même pas question d'être ailleurs que mettre les choses en avant, agir, protéger. Tu comprends? Cette chose vraiment orientée sur l'extérieur, cette énergie, bien sûr, il y a du dirigisme, mais parce que les choses ne se font pas toutes seules non plus, tu as besoin d'être derrière pour lancer les choses. Et l'énergie féminine, eh bien, c'est comme l'anatomie, c'est plus à l'intérieur, dans la rondeur, ce qui est plutôt à l'écoute, dans la sensibilité et les ressentis. Et c'est ce mélange qui est fantastique aussi. Mais on ne peut pas être au taquet sur les deux niveaux.
Il faut que ça s'équilibre et ce n'est jamais du 50-50. Oui, et c'est un équilibre qui se travaille en permanence en fonction des situations, des moments un peu durs de la vie aussi parfois, qu'on peut Exactement. vivre, etc. Absolument. J'aime bien cette idée de mandala. Je creuserai volontiers. En tout cas, je note. Alors, ce qui serait bien aussi maintenant, c'est qu'on rentre dans le sujet de l'éros et du HP, donc qu'on parle un peu plus de sexualité. Alors moi, j'ai connu le mot aussi sapiosexualité sur Tinder il y a quelques années. Je m'étais dit, mais tiens, c'est qui ces gens qui se déclarent sapiosexuels? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est et en quoi justement ça décrit bien aussi le haut potentiel. En fait, dans la sexualité, il y a 3 composantes. Tu as d'abord ce que j'ai envie de représenter comme un feu. C'est la Mhm. base. Ce feu, c'est le désir. C'est la pulsion de vie aussi, mais c'est aussi le désir de l'énergie sexuelle. Sur ce feu, repose une marmite, plus ou moins grande, plus ou moins en bon état, qui est l'excitation. Dans cette marmite d'excitation, on va pouvoir ajouter ce qui se passe au niveau de notre cerveau, c'est-à-dire au niveau des émotions, des fantasmes et tout ce qui va créer notre psychologie. Tu peux très bien n'avoir qu'une marmite d'excitation et un petit cocktail que tu viens déverser dedans. Tu peux avoir juste du désir, mais si tu n'as pas de marmite, il n'y aura aucun passage à l'acte, ou tu peux juste vivre dans ta tête, comme au temps de romantique, où du coup tout se passe à l'intérieur de ta tête, mais il n'y a aucun passage à l'acte à l'extérieur. J'ai pas envie de dire qu'il y a une façon d'être meilleure qu'une autre. J'ai juste envie de dire que parfois, il est intéressant de se rendre compte où est-ce qu'on en est. Comment est-ce que j'alimente mon feu du désir? Ma façon d'être au monde, en fait. Hein. C'est ça, l'énergie sexuelle, c'est une énergie d'être au monde avant tout, quand même. Parce que on peut vraiment être débordant d'énergie, d'implication ou pas du tout. Et puis parfois, d'être trop dans l'action à l'extérieur, eh ben, on n'a plus du tout d'énergie sexuelle. Et là encore, on retrouve cet équilibre. Avant de partager son énergie sexuelle, il faut déjà aussi la sentir à l'intérieur de soi. Et ça repose sur des petites choses. Ce feu de vie s'alimente par tout un tas de petits bois à l'extérieur. Chaque jour est une collecte de petits bois. On n'est pas obligé d'amener un énorme rondin pour que ça nous fasse l'hiver. Comment est-ce que je vais prendre ma douche? Est-ce que j'aime déposer mon parfum au creux de mon poignet? Est-ce que ce café que je déguste va vraiment m'apporter du bonheur? Est-ce que cette discussion avec cet ami vraiment m'apporte énormément de gratitude? Tu vois, c'est cette pêche au petit plaisir, parce qu'il n'y a pas de petit plaisir, qui va venir alimenter ce feu du désir. Et plus Intéressant. tu travailles ton érotisme, plus tu travailles ta marmite d'excitation et plus il y a de choses à venir mettre dedans. Donc la sapiosexualité, ça part du postulat que ce qui va d'abord te plaire chez l'autre, ça va être son monde intellectuel, du coup son monde érotique, forcément, ce n'est pas dissociable. Et Mhm. ensuite, quelle que soit son apparence, ça peut même être un homme ou une femme, quand on va vraiment loin dans la sapiosexualité, ça n'a pas d'influence parce qu'on tombe vraiment en amour, en désir pour une personnalité. Et c'est pour ça que, à travers l'histoire, tu as des gens qui étaient vraiment très laids, mais Oui. qui avaient ce cerveau extraordinaire. Et on peut très bien parler de Serge Gainsbourg, par exemple. Mhm. Physiquement, c'était quelqu'un qui avait un physique très ingrat et qui a quand même réussi à avoir une vie intime avec les plus belles femmes du monde. Oui, Euh, c'est un bel exemple. oui, mais c'est un exemple très radical d'ailleurs parce qu'il était tellement ingrat physiquement qu'il a dû aller chercher quelque chose d'autre parce qu'il avait cet érotisme très présent et cette curiosité. Donc, il a dû donner beaucoup d'efforts pour dépasser ça. On n'est pas obligé d'être dans ces extrêmes pour en arriver là. Mais je crois que cet érotisme, c'est essentiel à apprendre. Et il y a un autre exemple, du coup, très, très important, c'est cette foutue confiance en soi. On Mhm. va la brandir finalement au même niveau que ces canons de beauté. Je n'ai pas confiance en moi, donc je ne peux pas. Non, c'est comme si je disais je suis moche, donc je ne peux pas. Non, parce que je n'ai pas confiance en moi, je vais développer tout un tas de choses à l'extérieur qui vont faire de moi quelqu'un d'attractive.
Ouais, ça, je pense que c'est très intéressant parce que j'ai entendu pas mal de personnes aussi qui, sous couvert de manque de confiance en elles ou en eux, bah, du coup, se cachent un petit peu derrière et se disent: «Ah, je ne peux pas avoir une sexualité épanouie parce que je n'ai pas confiance en moi». Effectivement, et C'est ça, vrai, mais c'est un étendard. Mais on en a besoin, hein. Notre psyché a besoin de bons gros coupables. Voilà, les boucs émissaires existent depuis de nombreux siècles, mais parce que ça a du sens. Et puis, tant qu'on a cette barrière-là, on se dit, ce n'est pas de ma faute, mmh finalement. Alors, c'est même plus une question de faute. Faut-il mh. penser en termes de faute? Oui, là, je pense que non. Bah, du coup, non, parce que tout ce temps que tu passes à te dire que comme je n'ai pas ça, tu passes ton temps en fait à vivoter. Bien sûr. Et ça, c'est dommage, je Non, trouve. ce côté-là, je trouve ça vraiment super intéressant. Et alors, du coup, si on peut résumer aussi sapiosexualité, c'est un peu cette histoire d'intelligence érotique ou érotisation intelligente qui va bien au-delà de la sexualité. Et ce que j'aimerais dont on puisse parler aussi, c'est finalement la clé principale en fait pour bien vivre sa sexualité. Je crois que tu avais dit que c'était des passerelles entre tête, corps et sexe dans de précédentes interviews. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Il y a parfois des personnes qui vont être surtout dans leur tête. C'est ça, c'est ces périodes romantiques. Et du coup, ils sont tellement dans leur monde qu'il n'y a aucune ouverture sur le monde de l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de garder son cerveau ouvert, mais aussi de le relier au cœur, parce que finalement, plus on est en sécurité, et quand même souvent, ça repose sur l'affect, plus on est dans le partage, le respect, la bienveillance, l'amour, plus notre cœur peut s'ouvrir et plus on est connecté aussi avec notre sexe, c'est-à-dire que on peut assumer euh, nos plaisirs, on s'autorise à avoir du plaisir et à en partager. Et cet alignement-là, pour moi, est extraordinaire parce que ça permet effectivement d'avoir ce fameux lâcher-prise dont on parle énormément. Et il y a tous les niveaux en fait de notre être qui sont comblés. Notre intellect, notre cœur, enfin je veux dire cet amour que l'on reçoit, c'est divin. Et aussi dans notre sexe, mais du coup dans tout notre corps. Donc on allie toutes les dimensions. Le corps, le cœur et l'esprit. Et j'ai envie de dire, là on touche Dieu en fait, c'est divin. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand tu dis ça aussi, Dieu, etc., l'univers, les planètes. Tu disais aussi que pour les personnes hypersensibles, il pouvait y avoir aussi des sensibilités au cycle d'énergie de l'univers et notamment de la pleine lune. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus? Oui, l'énergie féminine, donc je ne dis pas que c'est que féminin pour les femmes, mais l'énergie féminine est très sensible effectivement à la nature. D'ailleurs, il y a une dernière intelligence de Gardner qui a été avancée sur l'intelligence naturaliste. Donc forcément, la partie féminine va être sensible aux pleines lunes, à ce qui se passe autour dans les planètes, à la météo, c'est-à-dire qu'un jour de pluie ne va pas être vécu de la même façon par tout le monde ou un grand soleil. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants à prendre en compte aussi parce que nous ne sommes pas les mêmes en fonction de tout un tas de choses et notamment les cycles menstruels. Il y a aussi une arrivée des règles qui peut complètement chambouler le système hormonal et qui du coup va amener un territoire de perception qui va être très différent. C'est un leurre que d'essayer de faire comme si rien ne se passait et de verrouiller les choses. C'est un leurre aussi de se dire, voilà, c'est bon, j'ai mes règles, c'est la pleine lune, les marées, tout ça, donc foutez-moi tranquille, j'ai le droit d'eux. C'est toujours cette voie du milieu qui est intéressante. Dans ce laboratoire d'observation personnelle, qu'est-ce que je vois qui se modifie? Bien sûr, ça peut être tout un tas d'autres choses à l'extérieur, mais simplement de pouvoir se dire, parce que nous avons besoin de compréhension, OK, là, la lune est très forte, j'ai une sensibilité différente, je me sens agressive, je vais prendre sur moi, je vais accueillir, mais je ne vais pas forcément du coup lancer à l'extérieur cette énergie. Donc, je ne vais pas imposer à l'autre en face d'être juste dans l'accueil et la compréhension parce que c'est la pleine lune ou machin, mais il y a encore une fois ce tandem qui va pouvoir se créer de une façon différente d'être, de l'accepter et de voir comment à chaque fois je peux naviguer avec et comment l'autre peut aussi du coup naviguer avec.
Non, c'est super intéressant. Mais Euh, tu sais, j'ai oublié de dire, les hommes aussi, du coup, dans cette partie féminine, peuvent être très sensibles. Ils sont moins sensibles généralement à la lune, mais ils le sont énormément au changement de saison. oui, tout à fait, ouais. Et c'est pareil, ça ne se voit pas, ça ne se reconnaît pas, mais au changement de saison, les hommes aussi vont être avec un côté féminin, même qui n'est pas avoué, vont avoir des changements de comportement, d'humeur, parfois même au niveau de la peau ou de la transpiration, mais aussi au niveau de l'humeur. Donc, tout le monde est sujet finalement à la sensibilité de la nature. Ouais, j'aime bien cette idée de laboratoire d'observation et de vraiment s'écouter au niveau du corps, chose que, honnêtement, avec cette hyper connexion mentale, on oublie aussi beaucoup, hein. Moi, j'ai sans arrêt besoin de me le redire pour y revenir. Sinon, j'oublie, je rentre. En plus, j'ai une tendance, voilà, à rester. Et quand je pense à quelque chose, c'est tellement passionnant que je m'y perds. Donc, je trouve ça important de le redire, de le redire, de le répéter. Et ce Euh, n'est pas une injonction non plus, tu vois, Sandrine. C'est-à-dire que c'est comme respirer. c'est C'est ça. une attention qui va se faire en fait naturellement au bout d'un certain temps. Bien sûr qu'il faut au début porter son attention petit à petit sur ah, tiens, comment je me lave les dents. Ah, mais je contracte mes fessiers, est-ce que j'en ai besoin? Non, la juste tension nécessaire, c'est juste que j'ouvre ma bouche. Et le fil conducteur de tout ça, et ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est l'humour aussi beaucoup. C'est de savoir être son laboratoire avec beaucoup d'humour et de douceur. Et moi, j'ai une technique qu'on m'a partagée quand j'ai commencé à me former, c'est qu'à chaque fois que je peux avoir un jugement très difficile sur moi ou du coup une remarque, je m'envoie des bisous. Oh. Je me dis oui, 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 regarde, oui, c'est sûr, hein, tu n'es pas du tout contente. Oui, 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 tu aurais voulu que, regarde. Alors Oui, oui, là, oui, moi, hein, tu es je me fais des complètement. hugs. Je me fais des hugs à peu Eh près bien, c'est la même chose. avant d'aller me coucher, je me hug. Oui, donc bien sûr, tu vois, chez le haut potentiel, il y a besoin d'avoir des points d'accroche de stimulation, c'est évident. Et aussi, c'est pas forcément une route cloutée. On va se dire tac, 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 tac. C'est l'apprentissage aussi d'avoir un chemin qui se décide dans de multiples domaines et voilà, de pouvoir cheminer tranquillement d'un chemin sur l'autre ou sur plusieurs chemins, parce que tant qu'à faire, vivre petit ne sert pas le monde, encore une fois, mais d'avoir vraiment cette douceur avec soi. Et c'est ce qui nous permet en fait de lâcher ce frein à main avec lequel nous vivons tous quasiment en permanence et sur de nombreux espaces. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Ouais, merci beaucoup en tout cas pour cette petite astuce des bisous, je retiens. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle aussi un petit peu voilà, des caractéristiques du HPI qui peuvent aussi lui poser des problèmes dans sa sexualité. Et puis, peut-être répondre à cette question que beaucoup de gens se posent, est-ce que les HPI ont une sexualité hors norme? Non, les HPI n'ont pas de sexualité hors norme. Je pense qu'elle peut être plus compliquée que la sexualité des normopensants. Et Mhm. là encore, l'idée, c'est de passer d'une sexualité compliquée qui veut dire douloureuse, où tu as finalement beaucoup plus de désagréments et de souffrances que de plaisir, à une sexualité complexe. Et ça, c'est une chance quand même, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Et ça, quand même, il faut dire qu'on adore les choses qui n'ont pas de fin. Ça ne peut que grandir. Il n'y aura pas de limite. Et où le corps a des limites, à tout âge d'ailleurs, mais du coup, plus on avance dans l'âge et plus les limites quand même se rapprochent, du coup, cette sexualité complexe, elle, n'en a pas. Donc ça, c'est intéressant. Dans le haut potentiel, il y a quand même des tendances. C'est que parfois, on est tellement dans sa tête qu'on n'est pas du tout dans son corps. Il y a plus d'hommes qui vivent ça, mais pas que, vraiment pas que. Et quand on a du mal à être dans son corps, eh ben en fait, on a du mal à avoir une sexualité parce que on a compris comment il fallait faire. Donc, un peu comme s'il y avait une coloration autistique, on a appris des codes de sexualité. Il faut faire ça, 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 ça. Donc, on va reproduire les choses. On peut avoir des petites sensations agréables, mais c'est jamais le Pérou. Cette complexité du coup intellectuelle de ranger dans les choses coupe du cœur. Mhm. Coupe
du corps. Ouais, c'est comme Pourtant, si il y a de l'amour. visualiser beaucoup de choses et du coup, Oui, ça coupe à un moment donné. exactement. Parfois, dans le haut potentiel, on ne vit que dans sa tête. D'ailleurs, on le voit dans le corps. Les morphologies, ce sont des personnes qui ont des corps souvent assez allongés, très fins. On appelle ça un peu schizoïde, c'est-à-dire que ça monte un peu comme ça. Euh, il n'y a pas du tout d'enracinement, en fait. Le corps, c'est juste un transport. Ça n'a pas forcément de sensation. Ça se travaille, je veux dire, c'est pas non plus, c'est Absolument. compliqué, mais ça se travaille de venir dans les sensations. Et souvent, on passe par des descriptions de sensations pour que ça puisse vraiment éclore au niveau du corps. Après, dans d'autres cas de figure du haut potentiel, il y a cette hypersensibilité. Mhm. C'est pareil, on peut se dire que c'est super pour la sexualité. Eh bien, pas forcément, parce que justement, il y a tellement une surstimulation de tous les sens que ça peut être assez problématique. On peut ressentir les odeurs beaucoup plus fortes, ça peut être désagréable. On peut être gêné par les bruits. Et dès qu'il y a quelque chose qui arrive et qui vient trop stimuler ou casser en fait ce rythme un peu de vagues érotiques, hop, ça s'arrête et il faut qu'on revienne. Donc, cette hypersensibilité de tous les sens peut être assez compliquée. Parfois, certains hauts potentiels ne supportent pas le toucher Mhm. parce que rien que déjà de toucher leur peau, en fait, c'est comme s'ils n'en avaient pas. C'est déjà Mhm. très intrusif. Donc là, il y a un vrai travail aussi à faire sur les enveloppes énergétiques. Mhm. C'est-à-dire qu'on vient apprivoiser petit à petit avec l'autre toutes ces enveloppes sans forcément arriver en plein contact, comme on dit en PNL, sur tout de suite de la peau. Alors, je ne vous parle même pas des zones génitales, hein, parce que là, donc, il y a des avantages et il peut y avoir des inconvénients, mais tout ça, en fait, est toujours une histoire d'équilibre. Après, ce qui est embêtant aussi chez les hauts potentiels, c'est qu'on a compris l'injonction des normaux pensants qu'il fallait arrêter de penser pour faire l'amour, être Mhm. présent à l'autre. On se dit, pour être présent à l'autre, je dois arrêter de penser. Non, pas du tout. Il suffit de rendre utile ses pensées pour être présent avec l'autre. Ce n'est pas soit je pense et du coup je suis pas là, soit je suis là et je pense plus. Ouais. Enfin, je vais dire, c'est comme une La méditation. méditation, où je trouve ça horrible de nous dire méditer pour ne plus penser, mais c'est juste pas possible. Non. Moi d'ailleurs, je fais de la méditation. Ah, j'aime bien. C'est-à-dire que même en me déplaçant, je suis dans un état de centrage, de conscience de mon corps, parce que quand même, on peut avoir aussi la particularité de faire plusieurs choses en même temps. Mhm. Euh, et ça, c'est du coup extraordinaire, parce que ça me permet d'être à l'intérieur de moi, tout en étant aussi à ce que je suis en train de faire. Donc, non, être présent à l'autre, ça ne veut pas dire faire taire sa tête, mais l'issue, c'est d'utiliser ce qui se passe dans la tête. Parce que quand on est effectivement dans ce plaisir, et notamment chez les femmes, dès qu'il va y avoir un petit grain de sable, quelque chose qui va se passer, qui vient perturber, nous redescendons à zéro. Mhm. Donc, toute cette montée en plaisir qui va aller vers des différents plateaux d'orgasme peut être rompue dès qu'il y a quelque chose qui arrive, et ça peut être une pensée parasite, ça peut être un bruit, ça peut être une odeur, ou d'un coup une lumière, ou une musique. Voilà, tout ça fait que ça vient casser immédiatement et paf, ça redescend comme un soufflé qu'on sort trop tôt du four. J'imagine que c'est la même chose pour les hommes avec aussi des problèmes d'érection. J'ai des femmes qui ont des Exactement. problèmes, des douleurs ou qu'on appelle du vaginisme, etc. Pour rentrer dans les détails et donner des exemples, qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là quand du coup tout redescend comme un soufflé? Qu'est-ce qu'on peut faire après pour justement au moins pas se déconnecter de son partenaire, puisque c'est ça finalement le plus important. Bah, l'humour et les petits bisous dans sa tête, toujours. Je Ouais. crois que ce qui est essentiel, c'est de dire, l'autre ne sait jamais dans quel état on est. Et de Mm. pouvoir dire, oh là, bah, zut, là, je suis redescendue à zéro. Ça permet de, bah, voilà, de reprendre un autre moment, parce que pour l'autre, on était en train de monter un peu comme ça, en plaisir. Et puis d'un coup, vous y êtes plus. Donc, soit il peut le prendre personnellement, ou soit en plus, il peut parfois ne pas le sentir et continuer sa montée tout seul. Donc, l'idée, c'est quand même de passer un bon moment ensemble. Donc, si on a perdu le fil, bah, c'est de pouvoir le dire avec délicatesse et humour
pour recontinuer quelque chose, mais au niveau où vous êtes, parce qu'on monte ensemble dans du plaisir. Mhm. Donc, si au bout d'un moment, il y en a un qui reste en bas et que l'autre monte tout seul, bon, si on peut recontinuer, en fait, c'est très bien, mais si ce n'est pas le cas, c'est dommage. Et en fait, c'est ça qui crée aussi l'éloignement de la sexualité, c'est que quand on a une expérience qui n'est pas gratifiante parce qu'il s'est passé ce genre de choses, on va redouter la fois d'après. Comme on est contracté parce qu'on ne va pas arrêter de penser à ça, homme comme femme, eh ben, du coup, on a une pression supplémentaire qui fait qu'on a de moins en moins envie de faire l'amour parce qu'on le redoute de plus en plus. Oui, alors ça, ouais, je reconnais vraiment ces traits-là qui m'ont été rapportés plusieurs fois. Et du coup, bah, c'est un peu comme un cercle vicieux après. Finalement, on reste dans sa tête, absolument. Donc Oui, oui, et on n'en parle pas. oui. Et on n'en parle pas. Non, parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'on a honte soi-même de ne pas être capable d'avoir du plaisir et ou de donner du plaisir à l'autre. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas envie de blesser l'autre. Parce qu'on a cette croyance que si jamais j'exprime quelque chose qui ne m'a pas convenu à ce point-là, ça vient raser tout. Absolument. Alors qu'en fait, ce n'est pas extrême comme ça. C'est qu'il y a un moment sur quelque chose, ça n'a pas été, j'ai perdu mon contact, peut-être juste à cause de moi, je suis repartie dans ma fissure au plafond, mon banquier, mon machin. Enfin, ça arrive, hein, on n'est pas des êtres éveillés en slip, toujours connectés au soleil ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que c'est bien de rire de soi aussi. Mais on n'ose pas faire de la peine à l'autre. On va lui dire, si je lui dis ça, là, maintenant, bah, il va le prendre contre lui. J'ai envie de se dire, et si enfin on se faisait confiance? Nous sommes des adultes, un couple, c'est quand même un espace de confiance et de sécurité. Est-ce qu'on peut prendre le risque, peut-être, d'avoir une discussion qui va être un peu houleuse au début, avec beaucoup d'incompréhension, mais qui, au final, en donnant vraiment de l'effort et de la bienveillance, va finir par faire quelque chose d'extraordinaire. Et on va monter un palier supplémentaire dans la connexion à l'autre. Elle est là, la connexion. Elle n'est pas dans j'arrête de penser. C'est vraiment l'indispensable aussi du couple. On peut Oui, communiquer en amour, on peut se raconter. C'est pas interdit. non. Et c'est ça l'érotisme. C'est pas seulement le moment où on fait l'amour physiquement. C'est aussi tous ces moments autour où on alimente notre vie intime, où on va parler de sexualité, où on va parler de sensations, de qu'est-ce que j'aimerais, de ah, tu sais, ça en fait. Et puis surtout de rester surprenant dans notre relation. Et si on n'arrive pas pleinement à montrer qui on est à l'autre, mais quel jeu joue-t-on en fait? Oui, c'est vrai. C'est aussi une façon de, oui, de se dévoiler entièrement. Et si finalement, à ce niveau-là, c'est pas fait, ben, effectivement, c'est cacher une partie de soi, je suis d'accord. C'est Euh, comme si on faisait l'amour toujours habillé, ouais, finalement. On croit qu'on est déshabillé, mais en fait, pas du tout. intéressant. Mmh, je garde cette métaphore. Puis il y avait aussi, tu sais, ce que je réentends souvent aussi par rapport à ma clientèle, c'est cette idée d'urgence à vivre, toujours par rapport à une certaine notion du temps qui est peut-être un petit peu différente des normaux pensants. Cette volonté de vivre toujours des choses, comme tu as dit, grandes, et donc tout ce qui est moyen ou médiocre est absolument insupportable, et ça peut arriver aussi en amour. Du coup, comment aussi dépasser un petit peu ça? Est-ce que tu as des pistes pour nous? Oui, je vais te dire, c'est cette histoire de puzzle de 1500 pièces exponentielles. Je crois que la gestion du temps est très spéciale pour le haut potentiel. Cet apprentissage de la patience est pénible. Je pense qu'on peut le voir différemment aussi. Et plutôt que de dépasser ça, je crois qu'il faut aller aussi à l'intérieur de soi, justement, et accepter que tout ne se passe pas comme on veut. Et que justement, le temps que l'on passe, on a besoin qu'il soit rentable, efficace. Et aussi, dans cette efficacité, il peut y avoir du très simple et du rien. Mmh, intéressant. Mais c'est à l'intérieur que l'on va chercher ça, tu comprends? Ça ne se dépasse pas. Au contraire, ça se plonge. Ouais. Ah, c'est joli. Ouais, c'est intéressant de lier l'efficacité justement à du simple et du rien, chose que la société ne nous encourage pas beaucoup à faire. Moi, je vois aussi pas mal d'hommes, hein, de manière générale, qui ont eu un diktat de la performance, hein, et du coup, de ce qu'on doit faire ou pas faire aussi, encore maintenant.
hérité peut-être aussi, je ne sais pas, des générations d'avant. Donc, je pense que de toute façon, d'en parler comme on fait aujourd'hui, bah, c'est génial parce que ça peut faire que libérer la bonne parole. Et justement, en termes de libération, je pense que aussi, ce qui est important pour le haut potentiel, c'est de lâcher prise aussi, des fois sur des attentes, hein, et une intransigeance aussi envers soi et envers l'autre. Souvent, c'est réciproque. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est très difficile de dire il faut lâcher prise sur. Par contre, je pense que c'est plus abordable pour un haut potentiel de négocier avec. Mhm. Tu ne peux pas lâcher ça. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu te demandais de couper un bras, quoi. Donc, tu ne peux pas lâcher prise, mais par contre, tu peux négocier tes exigences. Et c'est là où je reviens sur être optimaliste et non plus un perfectionniste. C'est que dans cette optimalisation, bien sûr, tu vas devoir renoncer à des choses, mais en fait, tu vas du coup rester ouvert à une découverte et un apprentissage et un vécu d'autres choses qui n'étaient pas prévues, mais qui vont quand même être nourrissantes. Parce que c'est toujours ça, hein, c'est ça cette urgence de vivre. Hein. C'est recevoir, 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 nourrir, nourrir, nourrir l'intellect, l'affect, tu vois, c'est ça. C'est vraiment un stade de nourriture qui est très développé. Ben, en fait, négocions avec nous-mêmes et avec humour. Ok, ça, Mais lâcher, ma pauvre. Non, on ne peut pas lâcher. On peut négocier. C'est Et très du coup, la question ne se pose plus après. Ouais, non, j'aime beaucoup aussi cette solution. Ça me fait réfléchir. J'aimerais aussi qu'on parle potentiellement de dérives potentielles. Certaines personnes aussi le vivent et n'en parlent pas. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Alors là, peut-être que c'est plus du côté masculin, mais le haut potentiel, quand il ne pense plus aussi, adopte des stratégies pour justement ne plus penser. Et il y a certaines personnes, même certaines femmes, qui plongent aussi des fois un peu plus dans l'alcool, dans des substances pour oublier de penser. C'est la seule façon des fois, quand c'est trop fort. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui tombent aussi dans la pornographie. C'est une façon aussi de tomber dans un trop, qui peut faire que du coup, on n'a plus besoin de penser à sa sexualité propre. Le problème après, c'est que j'imagine qu'on calque beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ton cabinet par rapport à ça? Est-ce que c'est souvent des problématiques qui reviennent? Alors, les addictions ne sont pas propres au haut potentiel, elles sont propres aux personnes en souffrance et qui n'arrivent pas à gérer cette souffrance. D'accord. Après, dans le haut potentiel, comme il y a souvent cette urgence de vivre, ça va de façon plus intense, façon plus forte. Euh, je crois que ce qui est bien en ce moment quand même, c'est qu'il y a énormément de libération de parole, de gens qui échangent sur leur souffrance justement de haut potentiel, mais qui partagent aussi tout ce qui va bien pour elles. Et ça, c'est chouette parce que tout le monde a des souffrances. Ça ne veut pas dire que vivre, c'est douloureux. Ça veut dire que vivre, c'est accepter qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive aussi à l'extérieur. Et c'est un apprentissage de vie, en fait. Donc, on peut des fois vraiment pas être à la hauteur, pas savoir gérer, aller dans des addictions. Bien sûr, la pornographie, ça peut être une addiction, mais elle est aussi utilisée pas forcément de façon addictive. Ce sont des voiles que l'on va se mettre sur nos réalités. C'est quelque part un peu du conformisme aussi. C'est plutôt que d'aller chercher sa pensée critique et sa façon d'être au monde, eh ben, on va se laisser un peu bercer. Et c'est très triste, en fait, les addictions. C'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est que parfois, ça peut arriver. De se faire accompagner par des personnes qui soient vraiment aussi bienveillantes, assez spécialisées, parce que parfois les addictions reposent surtout sur des traumatismes, voilà, des violences qui ont été faites, soignées ou soit on pense ça va et en fait ça va pas du tout. Donc c'est jamais vraiment anodin quand même. Ça dénote un niveau de souffrance qui n'est pas neutre et derrière ces addictions-là, il y a toujours des traumatismes profonds qu'il est D'accord. intéressant d'être bien accompagné parce que c'est une réaction physiologique normale du corps. C'est-à-dire que ce traumatisme a tellement été fort dans le corps que la seule façon de le gérer, c'est de créer une dissociation par des addictions, par de la violence. Ça peut être des jeux aussi, tu vois. C'est d'aller vraiment dans quelque chose c'est tellement extrême comme action
que ça coupe un peu de cette sensation. Donc, il n'y a pas que les addictions comme ça qui vont couper. Ça peut être aussi dans les relations. On peut le retrouver au travail. Des personnes qui sont dans des hiérarchies et qui d'un coup pètent les plombs, font vraiment de la terreur, du management par la terreur. Ce sont des gens aussi qui du coup ont besoin d'utiliser ça pour eux-mêmes couper un peu cette souffrance qui est toujours à l'intérieur. Ouais, c'est très, ouais, très, très intéressant. Oui, c'est une espèce de sublimation des fois un petit peu toxique où cette énergie, cette impulsion sexuelle que j'ai en moi, je la reporte sur les autres au lieu voilà, de la laisser s'échapper de manière fluide. Je trouve ça intéressant. Et puis, alors aujourd'hui, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on parle de plus en plus de santé mentale et j'aime bien aussi l'idée de santé sexuelle, le fait que ça s'entretient, que c'est pas juste une histoire d'acte, etc. Alors, qu'est-ce qui peut être bon pour les hauts potentiels pour travailler leur bonne santé sexuelle? D'abord, je vais remettre le contexte de santé sexuelle. Ça a été quand même mis en place il y a plus de 10 ans maintenant par la chaire de santé sexuelle de l'UNESCO. C'est Ah, reconnu par l'OMS mhm. et il y a des objectifs de développement donc, mondiaux à 2030 pour favoriser la santé sexuelle de tout à chacun. Donc, ce n'est pas seulement un terme comme ça qu'on pose. Je veux dire, c'est un objectif mondial de santé. C'est réel maintenant. On a vraiment démontré que avoir une santé sexuelle fait aussi bien partie que d'une santé mentale. Donc, c'est au même endroit, en fait. C'est plus maintenant quelque chose caché sous le tapis. On C'est se aussi permet important, de ça, oui, oui, absolument. que sa santé mentale, aussi important. Après, ta question par rapport c'était des astuces, c'est ça que tu me Oui, demandes? qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine, alors toi, par exemple, tu es aussi relaxologue, j'imagine que c'est pas pour rien et que tu peux utiliser ça aussi pour tes clients. Qu'est-ce que tu as comme astuce aussi pour travailler? Peut-être que c'est par le souffle aussi, la respiration, etc. Oui, c'est beaucoup ça. En fait, plus on arrive à détendre son corps et à être à l'intérieur, et plus du coup, on peut se partager. Maintenant, ce n'est pas non plus une condition sine qua non. Si je ne suis pas complètement détendue, je n'aurai pas de sexualité satisfaisante. C'est que c'est progressif et qu'il n'y a pas de petit plaisir. Donc, même si j'ai juste une petite détente, eh ben, je vais partager un petit plaisir, mais qui sera déjà ça et qui petit à petit va permettre d'aller de plus en plus en profondeur dans la détente et dans le partage. La respiration, c'est extraordinaire. Il y a énormément de techniques maintenant qui sont partagées, pas seulement en sophrologie, mais aussi dans des respirations du Tao. Enfin voilà. Ce qui est chouette, je trouve, moi, pour commencer, quand on a envie de créer un peu un univers propice à l'érotisme en couple, c'est déjà de s'asseoir l'un en face de l'autre et de se regarder dans les yeux. Et puis peut-être qu'on peut se marrer, peut-être qu'on peut être gêné, mais la sexualité, c'est avant tout du plaisir joyeux. Donc si on est là avec notre protection, notre scénario de je vais faire ça, 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 en fait, on passe à côté du jeu. Donc une question essentielle, c'est pour qui je jouis? Mhm. Et l'autre, c'est pourquoi? Mhm. Et en fait, restons joyeux dans la sexualité. Donc, restons connectés avec l'autre. Ça, c'est un exercice extraordinaire. Et puis, soit toute seule, on peut aussi apprendre à porter son attention sur sa respiration, très simplement, n'importe quand, là, tout de suite. Mhm. Je peux sentir que ma respiration, quand j'inspire, ça va monter. Ah, c'est juste dans mon ventre ou c'est juste dans ma gorge. OK, je vais faire en sorte que j'inspire dans une petite paille très fine, très lentement, et hop, ça fait comme un petit fil qui, tac, va me tirer vers l'extérieur. J'expire, je relâche. Si j'arrive pas à relâcher, je vais souffler jusqu'au bout, mais l'idée va être après vraiment d'accepter de relâcher son expiration, parce que ça, c'est du lâcher prise. Ça paraît simple, mais c'est en fait pas toujours très accessible, parce qu'on a l'habitude, dès qu'on se concentre sur notre respiration, on va être des bons élèves, je pousse mon expire. Non, si j'inspire, mon seul boulot à moi, c'est d'inspirer et petit à petit de lâcher comme un élastique qu'on aurait tendu mon souffle. Ok, ça va pas aller vider mes poumons jusqu'au bout, mais tu comprends ce que ça veut dire. Mhm. J'accepte que ce ne soit pas parfait. Ouais, je vois bien, oui, absolument. Et c'est Et énorme.
Tout à l'heure, tu parlais aussi de cette notion de jeu, de se reconnecter à l'autre aussi par des choses différentes. Moi, j'avais fait un article aussi sur l'automassage, qui est aussi une façon de se reconnecter à toi, mais aussi le massage tout court. On parle aussi beaucoup, alors je ne sais pas si c'est un phénomène de mode, mais de tantrisme, comme une façon aussi de se reconnecter différemment dans sa sexualité. Pareil, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que quand on est curieux, c'est bien d'expérimenter différentes façons de faire l'amour. Tu as le slow sex, effectivement, tu as le tantra, tu as toutes ces sexualités divines, sacrées. Mais pour qui? Mhm. Pourquoi? Oui. En fait, quel est le sens? Est-ce que j'ai envie de me dire que je vais être comme tout le monde avec ces orgasmes divins, ou est-ce qu'en fait, je suis vraiment OK pour intensifier cette relation avec l'autre? Mhm. Donc oui, c'est extraordinaire toutes ces méthodes, mais ce ne sont que des voies. Ce n'est pas la voie. Bien Et sûr. parfois, c'est aussi génial de faire l'amour, je ne sais pas, 5 minutes rapidement, on s'est croisés dans la cuisine, machin truc, ou de mettre en place tout un boudoir érotique où on va rester 4-5 heures. Enfin voilà, c'est ça de rester surprenant aussi. Et c'est là où, en fait, on vient un peu déconnecter son mental, c'est qu'on ne va pas toujours reproduire exactement la même chose. On va garder de la spontanéité, on va mettre en scène peut-être nos retrouvailles et ce moment où on va se partager, mais c'est une alternance de tout. Il y a des gens qui ne supportent pas le toucher, Sandrine. Est-ce que tu crois qu'ils vont kiffer d'avoir un massage? Ça va être épouvantable pour eux. Tu leur jettes de l'huile chaude sur le corps. Mhm. Donc, ça s'apprivoise. Et moi, j'ai mon mec, je me dis, ah ben voilà, je vais lui faire un massage tantrique ce soir, ça va être fantastique. Et il n'aime pas le toucher, petit Mhm. chat. Il va se dire, je vais vouloir lui faire plaisir. Elle a mis des bougies, ça sent bon, elle a mis des draps propres. Mais tu comprends que ça va être une torture pour lui. Et comme elle va bien sentir que sous ses mains, ça bouge pas, et c'est comme si elle touchait du bois, cette rencontre va être foirée. Mhm. Et ça va créer d'autant plus de décalage et ça va creuser le fossé entre les deux. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que chacun puisse aller aussi et commencer à un endroit de là où il en est. Si tu n'apprécies pas le toucher, bah, ça peut être progressif, ça peut être d'abord juste le crâne ou les cheveux, s'il y en a. Tu comprends? Et Mhm. d'aller de façon progressive. Et peut-être que quelqu'un n'aimera jamais le massage, mais par contre, il y aura dans des jeux de toucher, peut-être avec une plume ou quelque chose de beaucoup plus gratifiant. On ne passe pas Vraiment tous par trouver le même trou du lapin. ouais, de trouver un modèle qui nous est propre en essayant de se connaître vraiment soi-même et surtout partir et respecter le monde de l'autre, partir de son monde. Je trouve que c'est un conseil génial. Est-ce que tu as d'autres conseils aussi pour finir pour toutes les personnes qui nous écoutent? Et je te remercie aussi encore beaucoup pour cette interview. J'ai trouvé que c'était magnifique et je suis ravie qu'on ait pu parler de tout ça avec toute cette légèreté et tout ce sens de l'humour. Que ça soit au niveau du choix du partenaire, voilà, des explications sur ses fonctionnements, aussi sur qui consulter quand on a un souci. C'est quoi tes petits conseils de fin? Moi, je crois que c'est important de consulter quelqu'un qui nous parle. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un sexologue, un sexothérapeute, un médiateur de santé sexuelle, parfois aussi des psychologues, voilà, et qui ont une appétence et en autodidacte se forment aussi. Je pense que c'est important de prendre quelqu'un qui, de toute façon, dans la relation, on sent qu'il se passe quelque chose et qu'on va être en confiance. Après, sur les choix des partenaires, j'aime bien me dire que chaque matin, je suis vierge. Et du coup, dans ce choix du partenaire, c'est déjà, je me choisis hein, chaque matin, voilà. Et puis, je choisis comment est-ce que je vais être présente aussi à l'autre. L'autre sera toujours parfaitement imparfait. Donc, même si on est en couple depuis longtemps et qu'on se dit pas de bol, il ou elle n'est pas HP, c'est affreux. Non, mais cette personne a encore des espaces à faire grandir. Dans un couple, il y a toujours un moteur et un follower. Ça, c'est indéniable, sur des espaces très différents. Mhm. Parfois, il y en a un qui porte tous les espaces en étant moteur et parfois, ça se répartit. Bon, je crois qu'il faut aussi pouvoir se dire, OK, dans la balance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux aller chercher à l'extérieur? Moi, je conseillerais toujours d'avoir une vie intime autant que possible qui soit à l'intérieur du couple
Et si jamais ça doit se faire à l'extérieur, de regarder au cas par cas, est-ce que l'autre doit être au courant ou pas, sachant que cette ouverture du couple à l'extérieur, il y a un moment donné, avec l'âge, va s'arrêter. Et il faut le prendre en compte parce que ça veut dire que si cet extérieur vient nourrir l'intimité d'un des deux dans le couple, il y a un moment où de toute façon, ça va s'arrêter. Alors, sur quoi est-ce qu'on pourra continuer à faire grandir notre relation? Tu Mm. comprends? Et des fois, dans un contrat de couple, les choses sont établies, nous avons une relation ouverte, et puis au bout d'un moment, il y en a un qui n'a plus du tout envie de ça. En fait, un couple, c'est un contrat à durée déterminée. J'aime assez que régulièrement, en fonction de son intensité, on vienne revoir un peu les clauses et se dire sincèrement les choses. Il n'y a pas d'amour parfait. On peut se dire des fois qu'on s'entête à vivre des choses. J'ai envie de se dire qu'il faut se faire confiance aussi. Chacun a ses limites. Parfois, elles sont trop proches et on s'en va trop tôt. Parfois, elles sont trop loin et on s'en va trop tard. Mais bon sang, c'est ça d'être humain aussi. On a le droit de faire de la merde et après on nettoie sa plage. Mais c'est accepter notre humanité. C'est que des fois, on va trop loin, des fois, on coupe trop tôt. Et acceptons d'être imparfait, c'est pas grave, ce sont des expériences, ça fait souffrir, oui, c'est vrai, hein, mais bon, on continue de respirer et d'assumer ce qu'on fait et puis de choisir. Oui, puis j'aime aussi l'idée que se connaître, c'est aussi être avec l'autre. On peut très bien se connaître dans son canapé tout seul à la maison pendant 10 ans et se dire que tout va bien, mais c'est vraiment avec la rencontre avec l'autre qu'on apprend sur soi. Et chaque partenaire, je trouve, en tout cas, voilà, dans ma vie, a apporté aussi une connaissance de moi qui m'a permis de trouver après une personne qui correspondait mieux à mes besoins. C'est aussi ça, Mmh. d'accepter ça. Mais c'est le risque et la beauté de la rencontre, hein. Bien sûr qu'on peut être très bien, seul avec soi-même, bien sûr, hein. Et aussi, voilà, des fois prendre le risque de la rencontre, d'ajouter, des mondes supplémentaires ou pas. Enfin, je veux dire, mais c'est vivre en conscience avec. Ce n'est pas une solution de repli et de protection parce que ça finit toujours par faire souffrir. Si c'est Mm. quelque chose qui est très assumé, très conscientisé, OK, je n'ai pas de partage, parce que je vis ça et j'ai d'autres espaces dans ma vie, personnelle, oui, enfin, je veux dire les hommes et les femmes religieuses, bon, ben, c'est ce qu'ils ont aussi, hein. Il y a cette énergie de vie sexuelle qui est complètement transcendée. C'est pas pour ça que bon, alors il y a d'autres scandales, mais c'est pas le propos. Je veux dire, ce sont des hommes et des femmes comme les autres, mais on peut aussi transcender son énergie, de vie, son énergie sexuelle. On n'est pas obligé de faire l'amour. Mais par contre, je crois que nous sommes obligés d'être en amour. Mm. Tu comprends? Mm. Et du coup, chacun peut l'exprimer de la façon dont il veut Mm. avec l'autre, ou d'autres personnes, tu comprends? Mais on ne peut pas exprimer cet amour. Je crois que ça, c'est pas possible. Ah, j'ai envie que ça soit le mot de la fin, parce que je trouve ça très très beau de trouver un moyen d'être en amour en permanence et que j'aimerais bien que Creepy, tu vois? Tu dis en permanence. Non, souvent. voilà, tu vois, mon côté toujours, etc. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant et que j'espère que ça va aider vraiment beaucoup de femmes et aussi d'hommes. Il y en a quand même quelques-uns sur la chaîne à, voilà, à décomplexer, à se libérer, à retrouver un sens de l'humour par rapport à tout ça. Et puis j'espère qu'on fera d'autres choses ensemble. Peut-être un live sur Instagram, justement, si cette interview a suscité beaucoup de questions. Ça sera peut-être l'occasion aussi de reprendre des questions en live de personnes. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes d'en parler, mais peut-être qu'en posant les questions à l'avance, on peut arriver à faire ça. Donc, je te remercie Merci énormément et je Sandrine. te souhaite tout plein de bonnes choses Merci. j'espère à très bientôt. À bientôt. Merci Sandy. Au revoir. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!